Notre fait du jour dans le temps de l'info, l'OTAN est-elle en train de se réveiller dans la Baltique? Sommet spécial consacré à la situation, déclaration forte, appel à une mobilisation, à une réponse militaire. C'est la suite du sabotage en mer Baltique le jour de Noël. L'ancre du pétrolier suspecté d'avoir cassé des câbles a été récupérée. La police finlandaise a ouvert une enquête après des dommages sur ces câbles de télécommunication et soupçonne donc ce pétrolier que vous voyez de faire partie d'une flotte fantôme russe et d'être à l'origine des dégradations. Alors si les mots flotte fantôme par exemple vous interroge, nous avons des réponses à vous apporter, notamment grâce à Ulrich Bouna. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé chez Open Diplomacy, vous êtes analyste géopolitique Europe centrale de l'Est et Est, auteur de la guerre hybride en Ukraine. Quelle perspective aux éditions du Cygne. Nous sommes toujours avec Elisabeth Martichoux, avec Natacha Polony et avec Didier François et j'en suis ravie. Avant de vous entendre, retour sur les derniers éléments de cette enquête très particulière, c'est signé Camilla Campuzano. Voici peut-être l'arme du crime. Cette ancre a été retrouvée en mer Baltique. Elle aurait servi à sectionner des câbles dans les fonds marins, ici, entre l'Estonie et la Finlande, traînés volontairement sur des dizaines de kilomètres. Dernier rebondissement de l'enquête menée en Finlande. Fin décembre, les autorités interceptent ce pétrolier. Le navire est pris d'assaut. Des membres des forces spéciales sont déposés en hélicoptère sur le pont. Le navire est détourné et inspecté. Le gouvernement et les autorités finlandaises ont été confrontés à un incident en mer Baltique au cours duquel 4 câbles ont été rompus. Nous avons pu maîtriser la situation et localiser le navire en question, le ramener dans les eaux finlandaises et entamer une procédure pénale. Il s'agit de ce bateau, le Eagle S, un pétrolier qui navigue sous pavillon des îles Cook. Mais il est soupçonné d'opérer pour la Russie. Il transportait du matériel militaire qui ne devrait pas se trouver à bord d'un navire civil. Crainte d'un nouveau sabotage dans un contexte qui ressemble de plus en plus à un épisode de guerre. La mer Baltique est entourée de 8 pays de l'OTAN et de la Russie. La Russie représente certainement une menace pour toute l'alliance euro-atlantique. Nous devons coopérer étroitement pour trouver des solutions. L'OTAN qui compte renforcer sa présence en mer Baltique. Un sommet y est consacré mardi prochain. Les discussions se concentreront sur la réponse à la menace que représente la flotte fantôme russe et sur les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des infrastructures sous-marines critiques. Quant à l'équipage du Eagle S, 8 marins sont suspectés par la police. Ils ont l'interdiction de quitter le territoire finlandais. Allez, je sais que pour vous c'est une évidence potentiellement, mais ça fait quand même du bien de se poser la question. On l'évacue, il n'y a pas de doute, il n'y a plus aucun doute, c'est la Russie? Oui, non, il n'y a aucun doute. Effectivement, la trajectoire du navire, les équipements retrouvés à bord font qu'effectivement, il n'y a aucun doute sur le fait que ce navire ait été... alors, certes, pas, enfin, comment dire, il n'y a pas de trace directe dans le sens où le navire appartient pas à des Russes, comme c'est pas un pavillon russe, mais en revanche, il est fait effectivement sa mission depuis son départ de Saint-Pétersbourg, c'était effectivement de sectionner des câbles. Donc, il n'y a aucun doute sur la responsabilité de Moscou. Oui, c'était le Guardian qui disait que cet équipage, l'équipage était composé de ressortissants géorgiens, indiens et qu'il avait fait escale en Russie avec des produits pétroliers russes, notamment dans la cale. Quand on parle de flotte fantôme, de flotte discrète, est-ce que vous pouvez faire un petit peu de pédagogie pour nos téléspectateurs? De quoi parle-t-on précisément? Alors, en fait, à la base, une flotte fantôme, c'est pas du tout pour sectionner des câbles. Une flotte fantôme, c'est pour éviter les sanctions, en fait, qui sont imposées aux Russes sur le pétrole. Grosso modo, comment ça fonctionne, les sanctions? En gros, il y a donc un prix maximal de $60 qui est censé être imposé par des sanctions internationales. Et ça se fait notamment via les compagnies d'assurance, qui sont essentiellement occidentales, notamment anglaises. Et pour éviter ce problème-là, grosso modo, de matériel non assuré au-delà de $60, les Russes ont pris modèle sur les Iraniens, donc ils ont acheté énormément de vieux rafios qui sont pas ou très mal assurés et qui sont sous des pavillons de complaisance, et donc effectivement ça leur permet de transporter en fait leur pétrole en évitant les sanctions et donc en pouvant le vendre au-delà des $60. Et donc effectivement, dans le cas précis, ils ont utilisé un de ces navires, il y en a à peu près 600 environ, ils ont utilisé un de ces navires pour faire une opération de guerre hybride. Je voudrais qu'on regarde maintenant la carte de la zone, très important. Regardons bien cette mer Baltique. Regardez où elle se situe. Vaste espace maritime qui est bordé par plusieurs membres de l'OTAN, mais avec porte d'entrée de la Russie. Encore une fois, pédagogie, l'importance stratégique de ce qui se noue là en ce moment dans ses limites.
Alors en fait, donc c'est effectivement depuis l'arrivée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, on peut considérer désormais que la mer Baltique est plus ou moins un lac otanien, ce qui pose un vrai problème pour Moscou, puisqu'effectivement l'un de ses principaux ports d'export se trouve environ à Saint-Pétersbourg, donc qui est un petit peu le bout qu'on voit à l'est de la Russie, avec Kaliningrad. Et donc effectivement, les Russes ont besoin en fait de ce canal pour pouvoir passer, mais effectivement, ils ont une capacité finalement à provoquer en fait des interruptions. Alors ils bénéficient du droit de la mer qui permet de passer dans les eaux internationales sans être arrêté, mais ils l'utilisent finalement, ils le détournent pour effectivement essayer de couper. Il y a de très nombreux câbles dans cette zone, câbles télécom, câbles énergétiques, et donc effectivement ils en profitent. Dans un contexte aussi, il faut comprendre que d'ici un mois, enfin un peu moins d'un mois, le 8 février, les États baltes vont sortir de la plaque énergétique et électrique de la Russie pour se connecter à l'Europe, et donc c'est aussi une façon de mettre la pression sur les États baltes. Les incidents sont désormais récurrents dans cette mer, ce lac otanien dont vous venez de parler. On va écouter le président finlandais sur le sujet. Oui, le président s'est exprimé, le sujet est majeur, je voulais dire. Le gouvernement et les autorités finlandaises ont été confrontés à un incident en mer Baltique au cours duquel 4 câbles ont été rompus. Nous avons pu maîtriser la situation et localiser le navire en question, le ramener dans les eaux finlandaises et entamer une procédure pénale. Je disais incident récurrent en Baltique. C'est un problème quasi quotidien, une inquiétude quotidienne. On est sur des faits répétés de manière hebdomadaire, mensuelle, pour bien comprendre. Alors en fait, déjà il n'y a pas que des sections de câbles. Il y a aussi du brouillage GPS depuis Kaliningrad. Il y a des menaces qui sont portées sur la marine allemande et les ports allemands ou les ports suédois. Donc effectivement, en revanche, les sections de câbles c'est quand même un peu plus rare, Dieu merci. Mais ça, en fait, c'est la fréquence qui inquiète. C'est-à-dire qu'il y a eu une première section de câbles l'an dernier, effectivement, par un navire qui portait un pavillon hongkongais. Ce navire a pu passer la Baltique, il ne s'est rien passé. Il y a eu une deuxième section de câble au mois de novembre par un navire portant pavillon chinois. Là encore, pas de doute sur l'origine russe de ça. Ce navire a été bloqué par les autorités danoises, mais on l'a laissé finalement filer. Là, effectivement, c'est la fréquence, quasiment même pas un mois après. Donc, il y a ce nouveau navire qui a coupé des câbles entre la Finlande et l'Estonie. Et là, pour le coup, le navire a été arraisonné. Les forces spéciales finlandaises sont montées à bord. Donc, on va dire que à l'accélération en fait de ces actions d'opérations hybrides russes répond finalement une réponse de plus en plus musclée de la part des Occidentaux. Ouais, on va voir que cette réponse, ils la promettent toujours plus musclée, les Occidentaux. On va voir ça ensemble, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Monsieur Peskov sur le sujet. Regardez. Avez-vous des commentaires à faire sur les actions des autorités finlandaises ? Je ne peux rien dire de spécifique à ce sujet. Il s'agit d'une question si étroitement spécialisée qu'il est peu probable qu'elle révèle des prérogatives de l'administration présidentielle ou du Kremlin. Que cherche la Russie ? Que cherche la Russie en venant comme ça sectionner nos câbles, les câbles de l'OTAN dans ce lac otanien ? Je pense 2 choses. Nous narguer, nous provoquer, nous faire du mal, nous diviser, nous... un peu tout ça, en fait. Effectivement, le premier objectif, c'est effectivement En fait, la Russie, il faut bien comprendre que, militairement parlant, en fait, c'est une puissance un peu plus faible que les Occidentaux, et donc elle a toujours eu vocation à avoir des réponses asymétriques par rapport à ce que font les Occidentaux. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, couper des câbles en Baltique, c'est une façon de nous perturber, c'est une façon de nous diviser, mais c'est aussi une façon de faire passer des messages. Parce que concrètement, les câbles qui ont été coupés, c'est pas fondamental. Ça va pas faire tomber les réseaux Internet occidentaux. En revanche, on voit des navires russes qui commencent à suivre en fait les câbles en Méditerranée, qui suivent les câbles en mer, dans l'océan Atlantique. Et donc, en fait, couper des câbles à cet endroit-là, c'est aussi faire passer le message on peut couper des câbles où on veut. Donc, allez-y doucement dans les sanctions que vous imposez à la Russie, allez-y doucement dans votre aide à l'Ukraine, parce qu'on est capable de vous faire mal. Grosso modo, il y a à peu près 500 à 550 câbles sous-marins qui portent l'Internet mondial. Donc effectivement, si la Russie décidait d'en couper un certain nombre, ça pourrait véritablement être problématique, beaucoup plus que ça l'est en Baltique. Premier point. Et deuxième point, de façon beaucoup plus locale, encore une fois, c'est probablement une attaque assez directe vis-à-vis des pays baltes qui, encore une fois, d'ici 3 semaines, vont basculer leur réseau électrique, ce qui est un pas vraiment majeur, en fait, d'autonomisation et de prise d'indépendance des États baltes par rapport à Moscou. Mais avec des conséquences, il faut le comprendre, très concrètes. Je lisais que le câble en question Estlink 2, donc qui relie la Finlande et l'Estonie, et sa réparation, ça pourrait prendre des mois, ce qui entraînerait potentiellement des hausses de prix de l'électricité dans le pays dès cet hiver. Donc des conséquences très concrètes sur les peuples, sur les opinions, sur les populations. On en revient toujours à cette question. C'est l'objectif, en fait, l'un des objectifs.
Faire extrêmement simple. Oui, la guerre hybride a des objectifs, on appelle ça militairement des effets, produit des effets qui touchent physiquement les gens. C'est parce que ça se produit dans l'échange immatériel avec le cyber ou la désinformation que ça n'a pas d'effet. L'objectif est d'obtenir des effets. Mais pour expliquer simplement la stratégie, on est dans une confrontation indirecte avec les Russes via l'Ukraine. Vous avez bien compris qu'il y a eu pendant très longtemps, de manière régulière, la menace d'escalade sur le nucléaire. Mais évidemment, ça ne peut être qu'une menace, parce que le jour où on y passera, il n'y aura plus de Russie non plus, donc l'affaire est réglée. Donc la menace d'escalade envers le haut peut pas vraiment fonctionner plus que le déclaratif, et plus personne n'y croit vraiment à leurs affaires. Donc la façon d'impressionner, ou en tout cas d'essayer de limiter les actions occidentales, c'est l'escalade latérale, c'est-à-dire en allant soit en étendant les zones de conflit, aide aux Houthis, en disant attention, on va vous embêter avec les tirs de missiles des Ozo là-bas, dans sur la mer Rouge, parce que c'est là-bas que passe votre commerce, ou bien l'arrachage de câbles en message sur voyez ce qu'on pourrait faire, patin coup fin. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, la force de la guerre hybride, c'est... Les Occidentaux se disent, bon, on va quand même pas déclencher la Troisième Guerre mondiale avec les Russes parce qu'ils nous ont coupé un câble. C'est ça l'astuce. C'est la fameuse théorie de la grenouille. Alors justement, on fout dans la flotte elle bout, etc. On se rend pas compte. C'est à quel moment on leur dit stop et on leur met un coup sur le groin. Vous me permettez d'expliquer aux téléspectateurs, non mais j'explique aux téléspectateurs effectivement cette fameuse théorie de la grenouille dans l'eau bouillante qui a été remise sur la table par le secrétaire général adjoint de l'OTAN lui-même, qui c'est James Apaturaï, qui évoque cette image. Effectivement, regardez, on l'a reproduit avec les équipes de 24 heures. Comme ça, c'est quand même beaucoup plus clair pour tout le monde, même si je pense que vous aviez quand même l'idée de la grenouille et de l'eau. Mais en gros, l'idée, si je devais résumer, j'arrête de sourire parce que bon, c'est quand même très sérieux. Si on veut tuer une grenouille, on la jette pas tout de suite dans l'eau bouillante. C'est ça la théorie. Sinon, elle s'échappe. Donc, on la met dans de l'eau froide, chauffée lentement, jusqu'à ébullition. Et au moment où la grenouille, elle se rend compte qu'elle va mourir, c'est trop tard, elle est brûlée. Autrement dit, Moscou n'attaque pas directement l'OTAN, mais elle agit petit à petit, à bas bruit, avec des méthodes comme cette théorie de la grenouille dans l'eau bouillante. Mais c'est ce que font aussi les Chinois en mer de Chine, où d'abord ils prennent un atoll, et puis après ils mettent une piste d'atterrissage dessus, puis après ils mettent une base militaire, et après ils disent c'est à nous. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec les Philippines, ce qu'ils sont en train de faire avec le Vietnam, c'est avec tout le monde. C'est ce que font en fait toutes les grandes puissances révisionnistes quand elles veulent obtenir quelque chose et qu'elles veulent pas qu'on réagisse. Parce que nous on est dans une démocratie et tout, et puis les gens disent on va quand même pas aller faire la guerre pour 3 récifs à la con dans la mer de Chine. Et c'est assez logique comme réaction. Sauf qu'au fur et à mesure, voilà. Donc il y a un moment, c'est une vraie difficulté, honnêtement. Comment on répond à cette affaire ? Voilà, alors, à quel moment Alors il y a ceux qui disent il faut taper du poing sur la table. Oui, d'accord, mais enfin, comment on fait ? Alors donc ce qu'on a fait là, par exemple, c'est que ça nous oblige à mettre en place ce qui vient d'être fait, une force maritime de 10 navires qui, suit tous les. Alors le problème, c'est qu'il y en a un paquet. Qui met ça les Européens, avec les Britanniques, etc. On mobilise 10 navires pour suivre en permanence. Parce qu'on les connaît, leur flotte fantôme. En fait, elle n'a de fantôme que le nom. Parce que leurs navires, il faut bien qu'ils aillent chercher le pétrole sur un quai où on leur met le pétrole dans le truc et après ils partent le livrer. Donc en fait, on les suit et on regarde s'ils font pas les cons avec leurs ancres et voilà. Donc en fait, ça nous oblige à mettre en place des dispositifs permanents de surveillance qui nous coûtent cher, qui nous mobilisent des gens. Voilà, c'est le monde réel. Ne soyons pas naïfs. La guerre hybride, ça existe depuis très longtemps, ça existe toujours, de la part de toutes les puissances, pas seulement les puissances révisionnistes. Le problème de Vladimir Poutine, c'est que la preuve de son échec, de ses mauvais choix, elle se voit sur la carte que vous avez montrée, c'est qu'en effet, la mer Baltique est devenue un lac otanien, ce que la mer Baltique n'était pas avant que Vladimir Poutine ne décide d'envahir l'Ukraine. Après, la guerre hybride, quand je disais qu'elle existe toujours, et qu'elle a toujours existé, l'explosion de Nord Stream, du gazoduc, c'est une forme de guerre hybride. Il a fallu 1 an pour qu'une enquête allemande dise que c'est sans doute les Ukrainiens. Saura-t-on jamais ? Je ne sais pas, mais a priori, c'est la logique. C'est une forme de guerre hybride. Le problème, c'est en effet que nous avons tous une fragilité sur l'Internet mondial, puisque 99% des réseaux de communication Internet se font par câble sous-marin. Donc c'est vraiment une fragilité absolument énorme. Et qu'il est peut-être sans doute très intéressant que les Occidentaux comprennent qu'il y a là un point à protéger, même si cette protection est complexe. Simplement,
Je pense que la question des réactions, elle doit se penser justement en dehors de toute panique. Évidemment qu'il y a ce genre de choses, pardon, mais ça fait partie des luttes entre impérialismes. Je veux dire, la façon dont l'Europe, par exemple, a fait basculer le droit ukrainien petit à petit d'un modèle russe à un modèle européen entre 2014 et 2022, c'est une autre forme de lutte contre la Russie. On pratique ça, bien sûr, c'est normal. 2 secondes, question franco-française, mais puisque vous soulignez effectivement qu'il y a des câbles partout, quasiment sous les mers, sur nos côtes françaises, nous, les Français, nous avons sous les mers donc des câbles. Au large de Marseille, non, il n'y a pas une certaine quantité de câbles, et on est prêt. Et on est prêt, on est protégé, on fait ce qu'il faut pour protéger nos câbles au large de... Voilà, pour le coup, on a même l'un des leaders mondiaux du posage de câbles. Donc effectivement, on a des capacités de protection et de réparation donc, qui sont quand même relativement importantes. Mais par contre, effectivement, en fait, juste la complexité aussi de la réponse, c'est que on est quand même censé respecter aussi. On ne joue pas suivant les mêmes règles, en fait. La Russie fait à peu près ce qu'elle veut. Pour le coup, on est censé normalement respecter le droit. Alors, on ne le fait pas toujours, ok. Mais par contre, on essaie quand même de le faire. Là, par exemple, on pourrait tout à fait dire on ferme la mer Baltique. Pour le coup, on ne va pas le faire parce que ça aurait un impact mondial, ça ferait passer le message qu'on ne respecte plus la liberté de circulation, etc. Mais par contre, pour le coup, effectivement, donc c'est assez compliqué, mais on a en fait des outils législatifs qui nous permettent d'agir. Encore faut-il avoir la volonté de le faire. Pendant très longtemps, de nombreux pays ont préféré laisser filer. Les Russes ont quand même fait sauter des stocks de munitions d'armes en République tchèque. Et voilà, ils sont intervenus avec les étoiles de David taguées en plein Paris pour essayer de faire monter le sentiment antisémite, enfin le sentiment d'antisémitisme. Et donc pour le coup, en fait, pendant très longtemps, on n'a pas voulu blâmer directement la Russie pour ses actions parce qu'on avait peur de l'escalade. Là, désormais, on sent quand même que les Européens comprennent que la Russie est en guerre contre nous. En tout cas, c'est comme ça que Moscou le vit. Et donc, pour le coup, il faut effectivement durcir notre réponse. Alors, Camilla le disait dans son sujet, mais la preuve de cette tension, c'est qu'il y a un sommet qui est convoqué à Helsinki pour justement parler de ce point précis de cette mer Baltique et des ingérences et de cette guerre hybride à répétition. Donc, encore une fois, insistons sur cette question. Comment réagir ? Je reprends les mots du fameux James Apaturaï que je citais il y a quelques instants, qui est le secrétaire général adjoint de l'OTAN. Il y a quelques jours, il avait réagi déjà lors de l'attaque. Nous devons être plus clairs entre nous. Et clarifier ce qu'est cette zone grise, ce seuil. Ces attaques auraient été totalement inacceptables il y a 5 ans et c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut une réponse militaire. L'analyse de texte, et c'est quoi une réponse militaire ? C'est effectivement augmenter la capacité à superviser effectivement ce qui se passe dans la mer, donc l'augmentation des navires sur place, potentiellement arraisonner les navires suspects. Après, ces attaques auraient été totalement inacceptables il y a 5 ans, c'est un peu discutable. Parce que pour le coup, en fait, il y a déjà eu des actions de guerre hybride russes. Encore une fois, je parlais de ces explosions de stocks de munitions en République tchèque, tentative d'assassinat contre un très grand exportateur d'armes bulgare. On peut parler aussi des attentats finalement à Londres aussi avec du Novichok. Donc, mais pour le coup, il ne s'est jamais vraiment produit grand-chose, en fait. Donc c'est petit à petit que les Occidentaux ont réagi. Oui, Elisabeth Martichoux. Une question inspirée par la carte que vous montriez tout à l'heure, ce lac otanien, mer Baltique, avec Kaliningrad, cette enclave russe. Pardon, une curiosité un peu basique, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe sur cette île ? Elle est ultra militarisée, c'est une forteresse depuis le début de la guerre. Ensuite, comment vivent les habitants ? Est-ce qu'ils sortent ? Est-ce que c'est une menace pour ses voisins otaniens, la Pologne, la Lituanie ? Et est-ce que... C'est une façon pour les Russes, évidemment, de maintenir une pression considérable avec ce voisinage-là. Alors complètement. La population de Kaliningrad, avant tout ça, en fait, elle allait très régulièrement en Pologne. Il y avait pas véritablement, il y avait une frontière, mais en fait, ils avaient souvent la possibilité d'aller en Pologne, d'avoir des visas de lieu, etc. Donc en fait, c'est une population qui globalement est assez, on va dire, occidentalisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin vous voyez un peu l'idée. En revanche, effectivement, d'un point de vue militaire, Moscou a toujours vu Kaliningrad comme une enclave à protéger par-dessus tout. Donc effectivement, il y a énormément d'installations militaires. Il y a des missiles qui ont été envoyés, des missiles qui peuvent potentiellement porter des charges nucléaires, qui ont été installés à Kaliningrad il y a quelques années. Et c'est désormais vu aussi par la Russie comme on va dire un coin dans l'OTAN. Il y a notamment des actions de brouillage GPS quasiment incessants depuis l'enclave de Kaliningrad qui perturbent les vols qui vont vers les Lituanie. Finlandais notamment. Voilà, mais qui vont aussi vers les Lituanie, vers la Pologne. Et donc la réponse prise par l'OTAN, c'est effectivement de renforcer la défense donc, au niveau de la Lituanie, de la Pologne et de ce petit corridor qu'on voit entre la Biélorussie et Kaliningrad qui s'appelle le corridor de Suwałki. Et les Lituaniens et les Polonais sont aussi beaucoup plus vigilants sur
le passage de marchandises en fait entre, on va dire, l'Est et Kaliningrad. Non, mais il faut les choses, on les embête un peu là-dessus. Voilà. Natacha Polony. Il faut peut-être se replacer dans le temps long. La réponse à ma question sur les Russes, je m'intéresse aussi simplement aux citoyens. Ils vont encore faire leurs courses en Pologne ou ils ne peuvent plus du tout? Non, désormais qu'on les embête. Voilà. Natacha Polony. Je voulais quand même le faire préciser. Juste si on se place dans le temps long, Kaliningrad, c'est Königsberg, c'était la ville d'Emmanuel Kant. C'est-à-dire c'était la Prusse. Donc on voit à quel point les frontières ont bougé sur 2 siècles à cet endroit-là de l'Europe. Et évidemment, avant 91, c'était le pacte de Varsovie, tout cela. Donc cette enclave ne posait pas de problème jusqu'en 91. C'est à partir de 91 que petit à petit, puisque justement, et ça fait partie du sujet pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, l'OTAN s'étend à la Pologne, aux États baltes, en effet, la Russie voit tout à coup la mer Baltique devenir ce lac otanien, et vous le disiez fort justement, en cas de guerre, évidemment que l'OTAN j'ai une question bonus parce qu'on voit la Suède, là on n'en a pas encore parlé, mais elle se sent particulièrement concernée tout de même, et elle réfléchit à l'activation de l'article 4 de l'OTAN. De quoi parle-t-on quand on parle de ça? Et après on va rejoindre Thomas Misraki sur le terrain. Ça ne posait pas de problème dès lors qu'on pensait qu'il était normal que l'Union soviétique occupe des pays européens. À partir du moment où on ne pense pas, ce qui est mon cas, c'est normal que les pays européens retrouvent leur souveraineté et ne soient plus sous la botte soviétique. Il vaut mieux le rappeler parce que c'est pas que l'OTAN s'est pas déplacé vers la Russie par plaisir, c'est que des pays sont devenus indépendants. C'est quand même pas tout à fait la même chose. L'article 4, c'est en fait on est sur encore une fois c'est le problème du seuil. James Apatoura il est bien gentil, mais c'est pas vrai. Il y a 5 ans, en fait, on aurait toléré beaucoup plus que maintenant, puisque aujourd'hui, on accepte de faire de l'attribution, c'est-à-dire dire que les Russes sont responsables, alors qu'il y a 5 ans, on faisait canard et qu'on disait rien. La question aujourd'hui qui est posée, et c'est pour ça qu'elle sera difficile à résoudre, c'est bien de le poser, c'est quel est le seuil. On a eu la même chose sur le cyber il y a quelques années, où quand il y avait des attaques cyber, comment on attribuait et est-ce que ça pouvait faire un article 5, c'est-à-dire une réponse collective. On a décidé que oui, mais ça ne va pas dire que c'est parce qu'on se fait attaquer cyber qu'automatiquement on va balancer les chars pour répondre. On peut répondre en cyber. Et là aussi, donc la vraie question, c'est quelle est la réponse collective à une attaque sur un des membres. Justement, c'est ça la discussion. On va continuer d'en parler. Un petit peu de temps, mais ce sera certainement. Il n'y a pas de réponse naturelle. Oui, mais il y a quand même un petit sentiment. Il y a certainement un petit sentiment d'urgence, notamment qui se fait sentir du côté de Rammstein, où il y a cette réunion très importante qui commence pour s'interroger à nouveau sur le soutien apporté à l'Ukraine. Vous êtes sur place, Thomas Misraki avec Morgan Pope. Thomas, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky est arrivé il y a quelques instants, je crois, et l'idée vraiment de cette conférence, elle est majeure, elle est très importante pour lui. C'est justement de penser cette guerre globalement, notamment dans un cadre qu'on vient d'évoquer avec les pays du Nord qui s'inquiètent et eux, ils sont en contact avec la Russie. Oui, le premier objectif ici, évidemment, c'est de continuer à lever des fonds pour mener cette guerre et que l'Ukraine puisse se défendre. Les Américains, en tout cas, c'est ce que nous disent des sources proches du Pentagone, veulent lever suffisamment d'argent pour acheter des armes et des munitions pour que l'Ukraine puisse se défendre jusqu'en 2027. Aujourd'hui, les Américains estiment que les Ukrainiens ont suffisamment de ressources pour combattre encore un an, c'est-à-dire en 2025, jusqu'à la fin de cette année, mais il faut aller un tout petit peu plus loin. Elle est cruciale aussi, cette réunion, parce que vous le savez, c'est la première depuis le mois de septembre. Celle d'octobre avait été annulée suite au désistement de Joe Biden et il n'est pas certain qu'une réunion de ce type soit encore à l'ordre du jour dans ce format-là, en tout cas après l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain. On ne sait toujours pas d'ailleurs ce que compte faire le 47e président des États-Unis en matière de plan de paix pour mettre d'accord la Russie et l'Ukraine. Tout cela reste extrêmement flou. Enfin, cette réunion elle est importante aussi parce qu'elle devrait permettre de clarifier les choses en matière de promesses d'aide à l'Ukraine. Vous savez que lorsque l'on regarde globalement, moins de la moitié de ce qui a été promis à l'Ukraine en matière d'armement a été livré à Kiev. Pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis ont promis par exemple 177 milliards de dollars à l'Ukraine depuis près de 3 ans pour combattre les Russes et seuls 61 milliards sont arrivés. D'autres pays ont fait la même chose avec des sommes moins importantes. C'est le cas par exemple de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne. Cette réunion, ce sommet du jour doit donc mettre les soutiens de l'Ukraine face à leurs responsabilités. Merci beaucoup Thomas Misraki avec Morgan Pope depuis Rammstein en Allemagne. Je voudrais qu'on écoute maintenant Anthony Blinken avec Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français à Paris sur cette question de l'aide. En ce qui concerne l'aide américaine, le soutien américain, ce que je peux vous dire, c'est que pendant la durée de l'administration du président Biden, on continuera chaque jour d'apporter ce soutien
aux Ukrainiens, y compris dans les jours à venir. Enfin, dans les jours à venir, ça reste très limité désormais. Hein. Ça passe très très vite. C'est une course contre la montre pour apporter le moindre dollar. J'exagère un peu, mais avant que Donald Trump ne soit vraiment effectivement dans la Maison-Blanche. Les Américains, enfin le président de l'administration Biden, a à peu près 3,8 milliards en fait, qui pourraient encore débloquer à l'Ukraine. La question c'est est-ce qu'il va débloquer ces 3,8 milliards ou moins, mais effectivement il y a un sentiment d'urgence qui est que dans 10 jours, grosso modo, il y a un changement d'administration et donc on donne un peu tout ce qu'on peut avant le changement d'administration. Oui, Didier ? Oui, c'est ça. Là, je pense qu'ils vont annoncer... Je pense qu'ils sont capables encore de livrer 2,5 milliards, c'est ce qu'ils vont annoncer aujourd'hui à peu près, donc sur ce qui reste. La deuxième question, c'est effectivement 2025. 2025, on estime qu'il faut 42 milliards. Et aujourd'hui, l'Union européenne en a, en promesse de don, après il faut voir, parce que c'est toujours pareil, il faut botter les fesses un peu pour que ça rentre, on en est aux 2 tiers, de trouver hors États-Unis. Sur l'urgence, je pense que ça va le faire. La vraie question, c'est comment on se met en ordre de bataille pour la suite. C'est-à-dire comment justement... Et là, la question de l'Ukraine n'est pas que la question de l'Ukraine. C'est l'autonomie européenne et notre capacité à produire des armements qui vont continuer à avancer. Ça, c'est formidable, parce que ça vous teasez notre partie suivante à 10h30, puisqu'on se demande si on est assez armé en France et en Europe. Mais Natacha Polony. Oui, en effet, le sujet, c'est la sécurité, et notamment la sécurité européenne indépendante, sachant que, pour l'instant, les mécanismes européens de fonds apportés à l'Ukraine et d'armes données à l'Ukraine ont surtout renforcé l'industrie de défense américaine. Hein, je rappelle le fonds de facilité pour la paix qui permet de financer. En fait, il a surtout permis que le contribuable français et le contribuable allemand permettent à la Pologne de donner ses vieilles armes soviétiques à l'Ukraine et de s'acheter des F-35. Donc, et du coréen beaucoup. Et du coréen aussi. En effet, c'est 55% des armes, des importations sont des armes américaines et le reste, en effet, c'est Corée et autres. Et les importations d'armes ont énormément augmenté. Merci. La question, c'est l'indépendance de l'Europe là-dedans et notre sécurité. Merci.